Avant d'entamer le déroulement de notre conférence, je voudrais vous présenter les membres du collectif des avocats ici présents. À ma droite, vous avez Maître Soro Brahima. Ensuite, Maître Dabo Pierre. Moi-même, Maître Diallo Suleiman. Maître Traoré Drissa. Maître Suibi Émile. Maître Goïdi Raoul. Maître Esmel Calixte et Maître Boussou. Nous sommes tous, à l'exception de Maître Boussou, du barreau d'Abidjan. Nous avons été constitués pour soigner les intérêts de M. Soro Kibafori Guillaume, député de Ferkessé-Dougou, anciennement président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il s'agit de vous présenter les faits tels que nous les avons vécus et surtout vous apporter tous les éclairages juridiques que nous estimons nécessaires de vous apporter afin de bien vous instruire de cette affaire. Pour ce faire, un propos liminaire vous sera lu par Maître Dabo Pierre, après quoi, dans la mesure du temps que nous avons décidé de, qui vous sera imparti, c'est-à-dire à peu près 1 heure, nous nous prêterons aux questions que vous voudrez bien nous poser. Les propos liminaires de la conférence de presse animée par le collectif des avocats relativement aux procédures pénales ouvertes à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume et ses proches. Les faits et procédures. Pour la clarté de l'exposé et des débats qui vont suivre, les faits et les éléments de procédure seront présentés en 3 temps, notamment en distinguant, premier temps, le cas de Soro Kibafori Guillaume et autres, deuxième temps, le cas des députés Soro Kanigi Mamadi, Alain Aïma Lobognon, Kamara Lukiman, Kando Soumaoro, Yao Soumaïla et 10 autres. Et enfin, troisième temps, le cas de M. Traoré Badou et Touré Amara. Le premier temps, le cas de Soro Kibafori Guillaume et autres. Le lundi 23 décembre 2019, M. Soro Kibafori Guillaume, député de Ferkessé-Dougou, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, membre fondateur et président du mouvement politique Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, après un long séjour à l'étranger, notamment en France, a décidé de revenir dans son pays, la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il a affrété un avion privé. Toutefois, alors que son avion approchait la terre ivoirienne, sa destination, M. Soro Kibafori Guillaume et ses collaborateurs à bord sont informés par le commandant de l'impossibilité pour eux d'atterrir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan en raison d'un déploiement agressif des forces de défense et de sécurité, aussi bien dans l'enceinte de l'aéroport que sur l'ensemble de la ville. Sur la base de telles informations inquiétantes, le vol est alors dérouté sur Accra au Ghana, d'où il prendra une autre destination. Cependant, alors que l'opinion nationale et internationale, légitimement, s'interrogeait et cherchait encore à connaître les raisons du déroutement de l'avion transportant M. Soro Guillaume et ses collaborateurs, l'on apprenait au journal télévisé de la chaîne publique ivoirienne RTI 1, ce même 23 décembre 2019, de M. le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, que diverses procédures d'instruction judiciaire avaient été initiées à l'encontre de M. Soro Guillaume
et qu'un mandat d'arrêt international avait même été requis contre ce dernier. Les propos du procureur de la République lors de cette sortie médiatique ont été confirmés par le doyen des juges d'instruction du dit tribunal, qui a même pris le soin d'indiquer au Conseil que nous sommes l'existence de 2 procédures d'information judiciaire au sein de son cabinet à l'encontre de M. Soro Kibaforikio, Kone Kamarate Suleiman, Maître René Nguessa en hôtel, Cissé Mori, la SCI EBU et tous autres relativement à des faits de complicité de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux. Et à l'encontre encore de M. Soro Kibaforikio et tous autres pour des faits de présomption grave de tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Il faut préciser à ce stade que contrairement aux affirmations entendues, notamment d'acteurs politiques, les personnes mises en cause ne sont coupables de rien. Et M. le procureur de la République, dans son réquisitoire introductif, parle lui-même de présomption. Dans le cadre de ces 2 procédures, le magistrat instructeur, suivant diverses commissions rogatoires, est mis au profit de la section de recherche de la gendarmerie et de la direction de surveillance du territoire DST, a procédé à la perquisition des domiciles à Abidjan, Boaké et Ferkessé-Dougou de M. Soro Kibaforikio et de certains de ses proches, notamment M. Kone Kamarate Suleiman, Soro Kanigi, Alain Lobognon, Soro Simon et de Maître Afoussiatou Mambalami, avocate. Prenons le cas des députés Soro Kanigi, Alain Aïman, Lobognon, Kamara Lukiman, Kandio Soumaoro, Yao Soumaïla et 10 autres. À la mi-journée du même lundi 23 décembre 2019, plus d'une dizaine de personnes, dont 5 députés, notamment M. Soro Kanigi Mamadou, Alain Aïman Lobognon, Kamara Lukiman, Kandio Soumaoro, Yao Soumaïla, respectivement députés de Sirasso, Fresco, Bouna, Biancouma, Tankessé, qui s'étaient rendus au siège du mouvement politique, le GPS, dont ils sont proches, à l'effet de prendre part aux préparatifs du retour au pays natal de leur leader politique, l'ex-président de l'Assemblée nationale, M. Soro Kibaforikio, ont été brutalement interpellés par des individus lourdement armés et encagoulés, puis conduits à la direction de la surveillance du territoire, un service de la police nationale qui intervient uniquement dans le domaine du renseignement, où ils ont été auditionnés de 19h le 23 décembre 2019 à 4h du matin le 24 décembre 2019, sans avoir bénéficié de l'assistance de leurs avocats. Ces parlementaires et les 10 autres, soit 15 personnes au total, seront déférés le 24 décembre 2019 au parquet près du tribunal de premier instance d'Abidjan, où, suivant un réquisitoire aux fins d'informer de la même date du procureur de la République, ils seront présentés au doyen des juges d'instruction du dit tribunal, qui, entérinant les termes du réquisitoire du procureur, a décidé d'ouvrir à leur rencontre une information judiciaire, les a inculpés et placé 14 d'entre eux, dont les 5 parlementaires, sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan-Maka pour les faits de 1. Trouble à l'ordre public, 2. Diffusion et publication de nouvelles fausses jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement et ayant entraîné une atteinte au moral de la population. 3. Atteinte à l'autorité de l'État. Pour le cas de M. Traoré Babou et Touré Amara, à la suite de M. Soro Kanigi et autres, le jeudi 26 décembre 2019, le nommé Traoré Babou, administrateur des services financiers et proche de Soro Guillaume, a été interpellé sur son lieu de travail en compagnie de M. Touré Amara qui était venu lui rendre visite. Ils ont tous les deux été déférés au parquet près du tribunal de premier instance d'Abidjan le même jour. Ils ont été conduits devant le doyen des juges d'instruction, lequel,
agissant dans le cadre de la procédure contre M. Soro Kanigui et autres, les inculpés, et placer M. Traoré Babou en détention préventive et son visiteur du jour sous contrôle judiciaire. Tels sont, mesdames et messieurs les journalistes, en l'état actuel, les faits et les éléments de procédure qui appellent de notre part les analyses et commentaires ci-après. Sur les poursuites à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume et autres, le premier dossier qui concerne M. Soro Kibafori Guillaume, Kone Kamaraté Souleymane, René et la société civile immobilière EBUR, ainsi que tous autres, poursuivent les faits de détournement, de complicité de détournement de deniers publics, de recel de détournement de deniers publics et de blanchiment des capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA. Il est reproché en l'espèce à M. Soro Kibafori Guillaume d'avoir acquis au moyen de deniers publics sa résidence 6 à Makori résidentielle, ou en tout cas d'avoir profité, avec le concours de M. Kone Kamaraté Souleymane, René Nguessan notaire, Cissé Mori et la société civile immobilière EBUR, pour acquérir le dit bien immobilier pour la somme de 1,5 milliard de francs CFA au détriment des caisses du Trésor public ivoirien. Il est important de préciser que dans cette affaire, aucune des personnes visées nommément n'est poursuivie en qualité d'auteur présumé du détournement des deniers publics. Elles sont poursuivies comme complices présumés du détournement allégué, de recel de détournement et de blanchiment de capitaux. Qui sont donc les auteurs présumés du détournement? Comment peut-on poursuivre des personnes pour complicité sans qu'il y ait un auteur? Le complice n'apporte-t-il pas une aide à un auteur comme précisé par l'article 30 du Code pénal? Avant de parler du fond de cette affaire, il est bon d'insister sur les irrégularités de procédure, notamment la violation du droit constitutionnel, que regorge cette procédure en l'espèce à l'égard notamment de M. Soro Kibafori Guillaume. De la violation de la protection constitutionnelle des droits de M. Soro Kibafori Guillaume. D'abord, en tenant compte de sa qualité de Premier ministre, les faits dont il est question remonteraient aux années 2007 et 2008, soit 12 ans en arrière, au moment où M. Laurent Gbagbo était président de la République de Côte d'Ivoire et M. Soro Kibafori Guillaume Premier ministre. À ce titre, et pour des faits commis lors de sa période de primature, c'est-à-dire dans l'exercice de ses fonctions, seule la Haute Cour de justice est compétente pour en connaître. Cette haute juridiction qui était déjà prévue par la Constitution ivoirienne de 2000, article 108 et suivant, l'est également dans la Constitution de 2016, article 156 et suivant. En conséquence, le tribunal de premier instance d'Abidjan, juridiction de droit commun, ne peut en aucun cas engager de poursuite à l'encontre de M. Soro Kibafori Guillaume pour les faits dont il s'agit. Il en résulte que le doyen des juges d'instruction près le tribunal de premier instance d'Abidjan est totalement et subséquemment incompétent pour ouvrir la procédure d'information. Dès lors, tous les actes accomplis dans le cadre de la dite procédure d'instruction sont non seulement illégaux, mais nuls et de nul effet. Ensuite, en sa qualité de parlementaire, les faits présumés de complicité ou de recel et blanchiment des capitaux, en ce qui sont liés à l'acquisition de la résidence 6 à Makori résidentielle, ne sauraient être qualifiés de récents, ni même traités comme avoir été commis en état de flagrance. Or, en dehors des cas de flagrant délit, l'article 92 de la Constitution ivoirienne est formel. Aucun membre du Parlement ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il est membre, sauf le cas de flagrant délit. Il est évident que dès lors que la qualité de parlementaire ivoirien de M. Soro Kibafori Guillaume n'est point contestée et que les faits présumés de complicité ou de recel et de blanchiment des capitaux allégués datent de plusieurs années, et enfin qu'à la date du 23 décembre 2019, l'Assemblée nationale ivoirienne était en session, M. Soro Kibafori Guillaume
ne saurait être poursuivi, comme c'est malheureusement le cas en l'espèce, en l'absence d'autorisation préalable de la dite assemblée à laquelle il appartient. Enfin, en tenant compte de son statut d'ancien chef ou président d'institution, M. Soro Kibafori Guillaume bénéficie de la procédure spéciale, articles 27, 28, 29 et 30 de la loi numéro 2005-201. Issu de tout ce qui précède, que les poursuites engagées en l'espèce par le procureur de la République et l'information suivie par le doyen des juges d'instruction, en l'absence de toute autorisation de l'Assemblée nationale, la Chambre à laquelle appartient M. Soro Kibafori Guillaume, sont faites en totale et flagrante violation des droits constitutionnels de celui-ci, du fait notamment de sa double qualité de Premier ministre au moment des faits allégués et de parlementaire au moment des poursuites. Et enfin, de son statut d'ancien chef ou président d'institution. Les faits allégués, s'ils pouvaient constituer des infractions, celles-ci sont manifestement prescrites. Il s'agit en effet, au regard du droit, des délits qui se prescrivent par 3 ans, conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale. C'est ce qui concerne le premier cas relatif au président Soro Kibafori Guillaume. Prenons le dossier relatif aux faits présumés des tentatives d'atteinte contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Cette procédure concerne M. Soro Kibafori Guillaume et tous autres. Ces autres ne sont pas nommés. Il est reproché en l'espèce à M. Soro Kibafori Guillaume d'avoir tenté de porter atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. Au soutien de telles accusations, le parquet, qui a requis l'ouverture de l'information judiciaire par le doyen des juges d'instruction, a brandi des bandes sonores et des photographies d'armes et munitions dont il n'a pu rattacher l'existence ou la découverte à une date précise et à un lieu précis. Toute chose qui autorise à dire que les faits allégués ne tombent point sur le coup du flagrant délit au sens de l'article 77 du Code de procédure pénale. Là également, le président Soro Kibafori Guillaume bénéficie d'une double protection. D'abord, en tant qu'ancien Premier ministre et ancien président d'institution, l'article 28 de la loi suscitée dispose qu'aucun chef ou président d'institution ne peut être poursuivi ou arrêté à raison des faits criminels ou délictuels par lui commis qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale obtenue après une délibération spéciale votée à la majorité absolue de ses membres qui siègent. Or, les poursuites engagées, en l'espèce d'abord par le procureur, puis par le doyen des juges d'instruction, tranchent complètement avec cette procédure spéciale. Des agissements étant contraires à ces dispositions flagrantes des droits d'ancien président d'institution de M. Soro Kibafori Guillaume. Ensuite, de plus, M. Soro Kibafori Guillaume ne peut, du fait de sa qualité actuelle de parlementaire, être poursuivi selon la procédure de droit commun. Surtout que les faits à lui reprocher ne correspondent aucunement aux hypothèses légales du flagrant délit qui ne se présume point en l'espèce. Article 92 suscité de la Constitution ivoirienne. D'ailleurs, sur la question du flagrant délit, l'article 77 du Code de procédure pénale dispose qu'est qualifié de crime ou délit flagrant le délit ou le crime qui est en train de se commettre ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices laissant penser qu'elle a participé au crime ou délit. Ni le procureur de la République et encore moins le juge d'instruction n'ont pu établir le caractère flagrant des faits allégués en l'espèce. Et ce, ni dans les explications, ni de par les prétendues pièces à conviction présentées. Il y a donc illégalité de procédure tirée de la double protection dont bénéficie M. Soro Kibafori Guillaume du fait de sa qualité d'ancien président d'institution et de parlementaire en fonction qui ne peut faire l'objet des poursuites sans la levée de son immunité parlementaire. Au total, ces procédures ont été initiées et mises en œuvre
au mépris des droits constitutionnels de M. Soro Kibafori Guillaume, qui bénéficie d'une triple protection qui le soumet à des procédures pénales spéciales. En ce qui concerne les poursuites à l'encontre des députés Soro Kanigi, Alain Aïman Lobognon, Kamara Lukiman, Kando Soumaoro, Yao Soumaïla et 12 autres. Il est reproché aux députés Soro Kanigi, Alain Aïman Lobognon, Kamara Lukiman, Kando Soumaoro, Yao Soumaïla et 12 autres des faits de diffusion et publication de nouvelles fausses, jetant le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement ayant entraîné une atteinte au moral de la population, de troubles à l'ordre public et d'atteinte à l'autorité de l'État. Nonobstant la protection constitutionnelle dont bénéficient les 10 parlementaires au terme de l'article 92 de la Constitution, et sans que nos clients aient été interpellés dans un des cas de flagrant délit tel que défini par l'article 77 du Code de procédure pénale, ils ont été inculpés et placés en détention préventive. Il y a lieu d'indiquer que M. Alain Aïman Lobognon est ancien ministre et bénéficie à ce titre de la loi portant statut des anciens membres du gouvernement. En conclusion, depuis le 23 décembre 2019, nos clients, M. Soro Kibafori Guillaume et bien de ses proches, font l'objet de 3 procédures d'information dont la mise en œuvre procède de graves violations de leurs droits constitutionnels et légaux. Cela dit, ni M. Soro Kibafori Guillaume, ni les honorables Soro Kanigi, Mamadou, Alain Aïman Lobognon, Kamara Lukiman, Kando Soumaoro, Yao Soumaïla, respectivement, députés de Ferkete-Dougou, Sirasso, Fresco, Bouna, Biancouma, Tankese, ne peuvent être poursuivis en dehors des cas de flagrant délit sans l'autorisation de l'Assemblée nationale lorsque celle-ci est en session, ce qui était le cas au moment où les poursuites ont été initiées. Et pourtant, c'est ce à quoi l'on assiste. Cette protection est plus accentuée pour M. Soro Kibafori Guillaume, qui justifie aussi de ses qualités d'ancien membre du gouvernement, d'ancien président d'institution, ainsi que pour M. Alain Aïman Lobognon, également ancien ministre, lesquelles qualités n'ont curieusement pas été prises en compte en l'espèce, ce qui est complètement scandaleux d'un point de vue purement juridique. Pour le reste, dans le fond, les accusations restent évasives et infondées parce que soutenues par de prétendues pièces ou preuves largement contestables, aussi bien à l'égard des parlementaires qu'en ce qui concerne les autres inculpés. Une large campagne de diabolisation de nos clients est en cours, particulièrement à la télévision publique, où nos clients sont déjà condamnés, voués aux gémonies, y compris par de hauts responsables de ce pays, en violation flagrante de la Constitution ivoirienne et des normes internationales en matière de droits humains qui prescrivent en lettres d'or la présomption d'innocence. En violation de toutes les règles applicables, des perquisitions sont menées dans un climat de terreur chez M. Soro Kibafori Guillaume et ses proches. Les biens sont saisis. Si nous ne prenons garde, nous risquons de tomber dans le délit de proche, ce qui est manifestement aux antipodes des règles régissant l'état de droit. Je vous remercie. Concernant Monsieur Gauthier de notre voix, je voudrais savoir, est-ce qu'en donnant un certain nombre d'informations relativement à l'atterrissage de l'avion de M. Soro Kibafori Guillaume qui aurait été dérouté sur Accra, est-ce que ce n'est pas une manière de donner de fausses nouvelles? C'est bien ça. Alors, Monsieur Gauthier, sur ce point-là, nous avons diffusé une vidéo. Vous l'avez suivi comme tout le monde. Monsieur Alain Lobognon a fait des déclarations relativement aux raisons qui lui ont été apparues comme celles qui ont fait que l'avion a été dérouté. Jusqu'à preuve du contraire, les autorités judiciaires, notamment le juge d'instruction ou même le procureur de la République, nous a expressément dit en quoi consistait
ces fausses informations. On vous a simplement fait une projection de la vidéo, parce que c'est le seul élément à la connaissance de nos clients, ou de certains de nos clients, notamment le salon de Bognon, qui a été faite ce jour-là, le 23 décembre 2019. En dehors de cette publication, ils ne reconnaissent pas avoir, ne serait-ce qu'envoyer même un tweet ou une quelconque publication. Et donc, si on s'en tient aux éléments présentés par M. Alain Lobognon, vous avez suivi, il a donné ses raisons. En quoi est-ce que cela peut constituer une divulgation de nouvelles fausses au point de jeter le discrédit sur le fonctionnement des institutions? Je pense bien, si vous avez bien suivi l'élément vidéo, il a parlé au conditionnel à un certain moment. Mais bref, nous ne sommes pas dans un débat de fond. Nous disons simplement que, jusqu'à preuve du contraire, on ne nous a pas dit en quoi est-ce que M. Alain Lobognon a divulgué une fausse information de nature à jeter le discrédit sur les institutions et leur fonctionnement, au point de porter atteinte à la morale de la population. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point-là? Nous sommes un collectif, on travaille en synergie, donc pour revenir sur la question, je pense que la réponse à cette question se retrouve aussi bien dans les déclarations faites par notre client, donc le président Soro Kibafouri Guillaume, et aussi le contenu de la déclaration que nous venons de diffuser. M. Soro a été constant pour dire que l'information de ce qui ne pouvait atterrir en Côte d'Ivoire lui est parvenue alors qu'il était en cabine par l'équipage de l'aéronef. Et cela lui a été rapporté par les thèmes suivants. M. Soro Guillaume, nous ne pourrons pas atterrir à Abidjan au risque de ce que notre avion soit pris d'assaut. Les thèmes sont clairs et sans équivoque. Je pense que jusqu'à présent, les propriétaires de cet aéronef, l'équipage existe et ont entendu la déclaration de M. Soro et n'ont apporté aucun démenti. Donc, il y a une constance, c'est que Soro Guillaume a appris par l'équipage qu'au risque que leur aéronef soit pris d'assaut, ils sont obligés de détourner le vol. Quand on ramène cela à la réalité du terrain, c'est ce que M. Lobognon explique. Quand il dit qu'il y a eu un dispositif militaire qui a été mis nuitamment sur pied afin d'éviter à la population d'avoir accès à des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres même de l'aéroport. Ce dispositif impressionnant, avec quel objectif? Quand il dit, dans son propos, et écoutez-le bien, cela a permis à ce que nous soyons convenus de détourner. Quand il dit, nous avons convenu de détourner, ça veut dire que il y a des circonstances qui ont contraint cette déroute de l'avion. Et ces circonstances-là s'expliquent par l'attitude des autorités ivoiriennes qui ont mis ce dispositif impressionnant et qui à la fin ont fini par dévoiler que Soro Guillaume était attendu pour être interpellé vu qu'il y a un mandat d'arrêt à la suivi le même jour. Donc aujourd'hui, il n'y a même plus lieu de se poser la question de savoir si c'est Soro Guillaume de son propre choix
qui a demandé que l'avion atterrisse ailleurs qu'en Côte d'Ivoire, il est clairement établi par les circonstances de fait que l'aviateur ne pouvait plus et ne voulait plus atterrir en Côte d'Ivoire parce qu'il craignait un assaut sur son aéronef. Je pense que c'est cette question-là, cette réponse de l'aviateur qui tranche avec la difficulté que nous pouvons avoir à comprendre pourquoi Soro Guillaume a atterri ailleurs. Relativement à la deuxième question de M. Boni de BBC, Madame Valérie Boni de BBC, je voudrais savoir qu'est-ce que nous allons faire. Nos actions qui ont déjà commencé sont de plusieurs ordres. Sur le plan judiciaire, comme il a été indiqué dans les propos liminaires, nous avons dissocié les procédures. Vous avez deux procédures d'instruction qui concernent M. Soro Kibafori Guillaume, dans lesquelles, pour l'instant, des perquisitions ont lieu et un mandat d'arrêt international aurait été émis. Jusqu'à cet instant où nous vous parlons, malgré nos nombreuses démarches, on n'a toujours pas pu avoir accès au dossier judiciaire. On a fait plusieurs démarches, malheureusement, on n'a pas pu avoir accès au dossier judiciaire. Mais comme Maître Dago l'a dit tantôt dans ses propos liminaires, les procédures qui ont été engagées en l'espèce contre M. Soro Guillaume sont non seulement illégales, mais en plus inconstitutionnelles. Les personnes qui agissent, les acteurs de justice qui agissent dans ces procédures présentes, n'ont pas plus de pouvoir que vous et moi. Parce que la Constitution, du fait des qualités et du statut d'anciens chefs d'État, d'anciens chefs d'institution, d'anciens ministres, a élaboré un certain nombre de rideaux juridiques qui couvrent M. Soro Kibafori Guillaume lorsqu'on va engager des poursuites contre lui. Pour des faits qui remontent à sa période où il était en fonction ministre, supposé fait, mais naturellement, de par la Constitution, seule la haute cour de justice est compétente pour connaître des poursuites engagées contre lui, dans ce sens. Parce que le détournement dont il s'agit daterait de 2008, les prétendus détournements dont il s'agit. S'agissant des faits relativement à l'atteinte à l'autorité de l'État, soutenue par une bande sonore qui vous avait été servie lors de la dernière conférence de presse de M. le procureur de la République, je vais dire, à supposer que cela ait été vrai et réalisé pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale. Ça fait de lui un justiciable toujours d'une procédure spéciale prévue par la loi de 2005 relative aux anciens chefs d'État et membres du gouvernement. Donc, de ce point de vue, nous considérons que toutes les procédures présentement engagées contre M. Soro Kibafori Guillaume sont illégales. Les perquisitions qui résultent de ces procédures sont elles-mêmes illégales. Le mandat d'arrêt dont il s'agit n'a aucun sens puisqu'elle est soutenue par des procédures qui n'ont aucune légalité. Donc, sur ce plan-là, nous allons naturellement exercer les voies de recours. La loi a prévu, le Code de procédure pénale notamment, donne des droits à tout justiciable. Le procureur général, près la cour d'appel de Abidjan, est du fait de ses fonctions chargé de l'application de la loi pénale dans son ressort territorial de sa juridiction. Nous allons saisir le procureur général pour lui dénoncer ces faits. Et deuxièmement, nous allons également saisir les plus hautes autorités de ce pays, notamment le chef de l'État, qui est le garant de la Constitution. Lorsqu'une disposition constitutionnelle est violée de façon flagrante de la sorte, c'est de son devoir de rappeler à certains acteurs qui n'ont souvent pas le courage de lui dire ou de faire savoir au pouvoir public que la voie que nous prenons
n'est pas conforme à la légalité. Et donc, nous allons, et c'est un droit pour nous, de le saisir pour que force reste à la loi et que la Constitution soit appliquée dans sa totalité. S'agissant des procédures qui concernent M. Alain Logognon et 16 autres, nous avons déjà, dans un premier temps, relevé appel des décisions qui ont consisté à les placer en détention préventive. Parce que le juge d'instruction a pris une décision pour les amener en détention préventive à la MACA. Nous avons relevé appel de cette décision pour les raisons qui ont été abondamment évoquées dans les propos liminaires, notamment du fait de la qualité d'ancien ministre de Alain Logognon et de la qualité des 5 autres députés qui sont poursuivis. Nous avons également relevé appel parce que nous estimons que les personnes qui ont été interpellées le 23 décembre ont été interpellées, on va dire, pratiquement eux tous dans les locaux du GPS, les locaux qui servent de siège pour le mouvement citoyen dénommé GPS. Nous avons expliqué à la Cour d'appel que ces personnes participaient conformément à leurs droits humains, à la vie de leur communauté, à la vie politique de leur communauté. Et donc, voilà les actions qui vont être menées. Vous avez dit à M. de la RTI que nous rejetons toute la main, du revers de la main. Je puis vous dire que nous ne rejetons rien du tout parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. S'il y avait quelque chose, nous aurions eu accès au dossier. Aujourd'hui, à la vérité, des procédures ont été engagées et ils sont en train de rechercher des preuves. Au lieu de rechercher des éléments de preuve, avant d'engager la procédure, la procédure a été entamée. C'est la raison fondamentale pour laquelle on ne veut pas nous laisser avoir accès au dossier. Il y a seulement quelques heures, à 10 heures, nous étions au tribunal pour voir le dossier. On n'a pas pu avoir accès au dossier. Donc il n'y a rien du tout. Ce n'est pas que nous rejetons du revers. Et nos propos n'est pas le fait que l'avion n'est pas atterri, ça c'est pas notre propos aujourd'hui. Notre propos, ce sont les procédures engagées contre M. Soro Kibafori et ses proches. Je vais insister parce que Maître Dabo, dans nos propos liminaires, a clairement indiqué on risque de tomber dans le délit de proche. Avant on dit délit de faciès. Parce que vous êtes. Mais aujourd'hui, vous êtes un proche de Soro Kibafori, vous êtes en danger, vous êtes menacé. Et même la commission rogatoires vise Soro Kibafori et ses proches. Ce qui est totalement scandaleux. Donc nous ne rejetons rien, mais il n'y a rien. Nous ne disons pas que c'est politique parce que ce n'est pas notre propos. Ce n'est pas à nous de savoir si c'est politique. Mais ce que nous savons, il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien. Et nous avons également relevé que aucune procédure, parce que nous sommes des juristes, les autorités de poursuite également, doivent respecter les règles. Parce que fondamentalement, ce que nous recherchons, c'est l'état de droit. Or, l'état de droit, c'est le respect des règles. Pour nous, et il faut que ce soit clair, ce n'est pas que quelqu'un est au-dessus de la loi, ce n'est pas ça. Mais justement, pour nous, il faut respecter la loi. Et donc, vraiment, on ne rejette rien, c'est parce qu'il n'y a rien. Ok. Relativement à la question du journaliste de taxi, je veux savoir si nous avons pu rencontrer nos clients détenus à la MACA. Effectivement, nous les avons rencontrés. Ils ont l'état d'esprit de quelqu'un qui est en prison, qui est privé de sa liberté. Vous savez, il n'est jamais agréable d'être détenu dans ces conditions lorsqu'on a le sentiment que les incriminations ou la procédure suivie contre nous est totalement injuste. Injuste, surtout à une période extrêmement délicate, à la veille des fêtes de fin d'année et de Noël.
c'est de nombreuses familles qui ont vu leur chef absent du fait de cette détention. Donc, ils ont quand même foi à l'action de leur justice et de leurs avocats. Ils ont une forte conviction que le droit doit s'appliquer à tous et que force doit rester à la loi. Donc, sur ce point-là, c'est ce que nous pouvons vous dire. Ils ont le moral de quelqu'un qui est en détention. S'agissant de la question de M. Zadi, si la procédure a lieu, quelle va être notre réaction au regard le procès a lieu, quelle va être notre réaction au regard du précédent concernant Blé Goudé? Vous savez, nous les avocats, on est un peu comme des footballeurs. Si vous prenez Ronaldinho, vous l'amenez à Bobo de Rai dans un match de football où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas d'arbitre, il est évident que malgré ses talents, il ne pourra pas s'exprimer comme il se doit. Et c'est le respect des règles qui font que notre métier a un sens. Et c'est pour ça aussi que nous nous battons. Naturellement, nous ne disons pas que M. Soro, Kibafori, Guillaume ou autres ne peuvent pas être poursuivis. On ne l'a jamais dit. On n'a jamais dit qu'ils ont une immunité absolue de juridiction. Nous disons simplement que qui que vous soyez, lorsqu'on doit vous poursuivre, il faut que cela se fasse dans le respect des règles, de la loi et de surcroît, dans notre cas d'essence, de la Constitution. C'est de cela qu'il s'agit. Si ces règles élémentaires pour un juriste ne sont pas respectées, naturellement, comme peut-être la défense, après concertation de Blé Goudé a eu à le faire, nous apprécierons si nous devons aller dans une telle procédure, parce qu'on ne souhaite pas être, pour emprunter l'expression proche, enfin, l'expression de l'avocat de Blé Goudé, on ne souhaite pas être des enjoliveurs judiciaires. On souhaite jouer notre rôle, qui est de participer à l'œuvre de justice dans le respect des règles et dans le respect de tous. Donc, sur ce point-là, nous attendons de voir, relativement aux observations, aux recours que nous allons exercer, quelle va être la réaction des autres acteurs de justice et des pouvoirs publics. Est-ce que M. Guillaume Soro viendra? Vous êtes persuadé que nous ne pouvons pas vous donner des réponses, puisque ça appartient à M. Guillaume Soro de prendre sa décision. Également, nous sommes des avocats. Lorsque la situation va se poser, éventuellement d'un procès, on avisera avec notre client. Mais ce que je voudrais également ajouter, c'est qu'à ce jour, nos clients qui ont été inculpés et qui sont à la MACA n'ont pas encore été entendus sur le fond. C'est-à-dire qu'ils soient à la MACA, on ne leur a pas encore dit exactement quels sont les faits qu'on leur reproche pour qu'ils en apportent les réponses appropriées. Et donc, quand tout ça va se mettre en place, on verra au fur et à mesure de la procédure quelles sont les décisions idoines à prendre. Merci. En fait, ces trois dernières questions nous ramènent, si vous voulez, à résumer nos propos. Je fais partie des membres du collectif des avocats de Blé Goudé. Et si les choses continuent de cette espèce, je pourrais convaincre mes confrères dans cette procédure d'avoir la même attitude. Mais ce que vous devez savoir, chers journalistes, c'est que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est utile pour la Côte d'Ivoire. On a toujours tendance à chercher à savoir si les faits sont exacts ou non. Mais il faut d'abord, avant même de chercher à savoir si les faits ont été réalisés ou pas, si les personnes même qui sont en charge de la procédure ont respecté les règles de procédure,
Mais du début à la fin, aucune règle n'est respectée. La DST, le procureur vous a dit que la DST a diligenté une enquête préliminaire contre les députés et autres. Mais dès le départ, mais la DST n'a pas vocation, n'a pas d'attribution de police judiciaire. La DST est une administration rattachée au ministère de l'Intérieur relativement au décret numéro 2001-388 du 6 novembre 2011. La DST a 9 attributions. Et dans ces 9 attributions, nulle part il n'est mentionné que cette unité d'espionnage et de recherche n'a vocation de faire des procès-verbaux. Mais comment voulez-vous que des gens, c'est comme si des hommes forêts faisaient des procès-verbaux, on venait de poser devant un juge d'instruction. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ensuite, le procureur vous dit qu'il a été saisi des faits de détournement des deniers publics le 20 par le juge de l'agent judiciaire du Trésor. Le fait était vendredi. Samedi, l'administration ne travaille pas. Dimanche, l'administration ne travaille pas. Le lundi, il ouvre information. Mais c'est miraculeux. Le procureur de la République ne peut pas saisir directement le juge d'instruction. La loi est claire. Les articles 51 et 52 disent, lorsqu'il est saisi d'une plainte, il apprécie la possibilité d'en donner suite ou non. S'il veut donner suite, il ouvre une enquête préliminaire. Il confie cette procédure à des enquêteurs qui procèdent à des auditions. Et c'est ces procès-verbaux d'audition qui lui sont renvoyés. Et c'est sur la base de ces procès-verbaux qu'il ouvre l'information s'il veut. Aujourd'hui, il y a information qui est ouverte. Il n'y a jamais eu d'enquête préliminaire. Mais sur quel fondement? Mais attendez. Personne n'a été entendu si c'est fait. Seuls les justiciables peuvent saisir le juge d'instruction directement en se considérant partie civile. Le procureur ne peut pas. Il doit absolument, quand il est saisi, s'il veut donner suite à la poursuite, faire une enquête. Il n'y a aucun PV. Il ouvre une information sur la base de quoi? Et vous voulez qu'on suive un procès dans ces conditions? C'est extraordinaire. Voici un procureur de la République qui a plus de 100 fois à répéter le mot présomption de culpabilité. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. L'article 2 de la Constitution, l'article 2 du Code de procédure pénale nous parle de présomption d'innocence. Où est-ce qu'il a appris cette notion de droit? À l'ENA? Mais si c'est à l'État qu'on nous le dise, parce que nous qui avons fait la fac de droit avec nous, nous n'avons pas enseigné ça. Et encore, il faudrait que les magistrats et ses collègues qui entendent dire ça de lui puissent l'interpeller et puis demander que ce n'est pas l'ENA qui l'a appris. C'est trop grave. Présomption d'avoir fait ça, présomption d'avoir fait ci, présomption, mais attendez. Il dit, moi je suis procureur, j'accuse. Mais vous n'accusez pas, monsieur le procureur. Vous enquêtez à charge et à décharge. Dans quel système judiciaire est-il? Mais, qui plus est, il vous parle de mandat d'arrêt international. Ça veut dire quoi, mandat d'arrêt international? Ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Le juge d'instruction a 4 mandats. Comparution, amener, et dépôt et arrêt. Ils n'ont jamais mis international. Et c'est l'article 140. Où ils sont le mot international. Et comme il le dit fièrement, que j'ai contresigné ce mandat d'arrêt international, ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de mandat. Parce que notre code ne parle pas de mandat d'arrêt international. Le code parle de mandat d'arrêt. Point. C'est lorsque ce mandat d'arrêt est exécuté hors de la Côte d'Ivoire, parce que les personnes recherchées sont hors du territoire, par le jeu de la coopération judiciaire entre États, que ce mandat-là ne peut être exécuté dans le territoire. Il n'y a pas de mandat d'arrêt international, il n'y a pas de mandat d'arrêt, il y a un mandat d'arrêt national qui peut être exécuté par le jeu de la coopération. Donc il est faux dans les néologismes, il est faux, il crée du droit, c'est-à-dire voilà quelqu'un qui n'est pas soumis au droit, mais qui soumet le droit à lui sa volonté.
C'est extraordinaire. Ensuite, qu'est-ce qui reste? On a parlé des perquisitions où on fait obligation aux gens, aux inculpés d'assister. Nos clients sont à la maca, on sait où ils sont, souvent les dépôts, on les va par exemple extraire, on va les... Mais toutes ces violations-là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on laisse passer? Commençons déjà par régler ça avant de savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi. Vous savez, comme je l'ai dit, et je vais terminer mon propos avec cette anecdote. Il faut faire très attention. Et ça, j'interpelle vraiment le parquet. J'interpelle nos juges. Faisons très attention. Et moi, je dis souvent, on peut se tromper en disant que oui, c'est le président de la République qui contraint les magistrats à agir ainsi. Ils sont sous des ordres. Mais souvent, cela n'est pas vrai. Souvent, cela n'est pas vrai, chers journalistes, chers frères. Il faut faire très attention. J'ai eu l'occasion d'être avocat dans le dossier dit des déchets toxiques. Je défendais à son âme M. Gossio, DG du port à l'époque. Et puis, cette information nous parvient de ce que le président de la République, Laurent Gbagbo, ayant appris cette situation malheureuse dans son pays, dans tous ses états, a pris une feuille blanche, une feuille de rame, à main levée, a ordonné au procureur Kimou, à l'époque, de diligenter seul, de façon autonome et exclusive, et de ne rendre compte qu'à lui seul les poursuites dans cette affaire. On n'avait arrêté encore personne. Il fallait engager des procédures. Et il a mis son cachet, il a fait transmettre ça au procureur Kimou. Déjà, quand on voyait la nature du document, ça démontre qu'il était en colère. Le procureur Kimou a commencé à engager des procédures. Il a mené une équipe d'enquêteurs à Yopougon, là où le plus grand lot a été versé. Mais nous savons tous qu'en la matière, c'est le lieu de la commission de l'infraction, c'est le procureur du lieu de la commission de l'infraction qui est compétent. Les textes sont clairs. Le procureur de Yopougon de l'époque a envoyé la BAE pour demander à ces gens de déguerpir les lieux de sa compétence. Cela a créé un choc. Le président de la République a dû vouloir comprendre ce qui se passe. Quand il a reçu Ekimou et le procureur de Yopougon et le ministre de la Justice, paix à son âme, Dagro, qui était lui-même magistrat, à la question de savoir pourquoi est-ce que le procureur de Yopougon, Rouba à l'époque, s'opposait à lui ses instructions, il lui a dit tout simplement que si vous faites ça, les avocats vont annuler cette procédure. Et quand le procureur demande à Kimou et au ministre, oui, monsieur le président, ce n'est pas faux, mais comme vous étiez fâché aux FP, il dit, mais non. Mais non. Donc Rouba a raison. Mais si c'est ce cas-là, je ne vous nomme pas. Pour rien, je suis historien. Quand je vous nomme en tant que collaborateur, mais c'est bien pour me conseiller utilement. Qu'est-ce qui se passe? C'est à partir de cet instant que c'est de façon collégiale et chaque compétence a été respectée et la procédure a été entamée. Vous comprenez? Cela suffit pour comprendre qu'on peut ne pas faire ça et dire au président qu'on ne fait pas ça. Il faut que le président sache que ceux qui sont assis ici sont des avocats ivoiriens. Les avocats de la Côte d'Ivoire, le pays qu'il dirige. Et que ce qu'on lui dit, c'est qu'il est trompé au quotidien par sa justice. Il faut qu'il, s'il veut, nous le mettons au défi de déposer la procédure en tant que telle entre les mains d'experts, même nationaux, composés de bâtonniers d'anciens magistrats. Il verra ce qu'ils vont lui dire. C'est que du faux. Est-ce que c'est ce qu'il attend, lui, président, chef suprême de la magistrature?
C'est ce qu'il veut pour le peuple de Côte d'Ivoire qu'il a élu. On est obligé d'attirer son attention. Je vous remercie. Le droit est là pour encadrer les phénomènes politiques. Parce que les phénomènes politiques ne sont pas toujours raisons. Les phénomènes politiques sont souvent passion. Il appartient au droit de les encadrer. C'est ce que vous voulez dire, mon confrère. Merci. Vous avez entendu M. Loubi qui vous a expliqué avec émotion, avec forte émotion, la vision du collectif sur un certain nombre de procédures. Je voudrais lui dire que avant lui, il y a un illustre magistrat qui occupe des fonctions importantes en Côte d'Ivoire, et comme c'est un contemporain, je ne le citerai pas, qui a coutume de dire que les décisions de justice ont parfois fait plus de mal à la Côte d'Ivoire que les balles et les bombes. Évitons de, par certaines procédures mal engagées, de montrer un visage qui n'est pas celle de notre justice. Même vous l'a dit, la justice fonctionne lorsque ces acteurs font preuve de droiture et de courage. Nous, comme il a dit également, sommes des avocats ivoiriens. Nous sommes là pour le respect, surtout des règles, pour veiller au respect des règles, en plus de la défense de nos clients. Et sur ce chemin, nous irons jusqu'au bout. Nous saisirons les juridictions nationales que nous respectons et, s'il le faut, nous saisirons les juridictions internationales. On formule le vœu qu'il y ait un ressaisissement dans toutes ces procédures et que les choses redeviennent normales dans l'intérêt et les droits de tous. C'est sur ces propos que nous voulons vous remercier en espérant que vous allez relayer aussi fidèlement que possible nos propos et le message que nous avons voulu véhiculer. Je vous remercie. Je lève donc la conférence de ce jour. Merci bien.